Moi, ça fait 7 ans, ça va faire 7 ans, le 26 mai prochain, que je suis rentré sous les feux de la rampe. Ça, c'est cette période-là. 7 ans, c'était une journée en garde à vue, très bien passé. J'ai rencontré le juge d'instruction une première fois, une journée à l'issue de laquelle j'ai été mis en examen, et j'ai eu une journée de confrontation. C'est tout. 3 jours sur 7 ans. Mais il ne se passe pas un jour sans que personne, sans qu'on m'en parle. Et pourquoi selon vous? Parce que s'il y avait que moi dans cette affaire-là, personne n'en parlerait. De la condamnation de Nicolas Sarkozy, ça prend toujours une ampleur considérable. Voilà. Et puis, je fais partie des gens qui ont décidé de dire la vérité. Dans le milieu dans lequel j'ai travaillé, c'est pas toujours bon signe. C'est votre interview, c'est votre émotion aussi qui a été très palpable ce jour-là sur BFM? J'en sais rien, je pense que c'est un tout. Ouais. Je pense que c'est un tout. Quand il y a une affaire judiciaire et que ça concerne les politiques, ça a forcément des répercussions. Puis comme en plus, je suis suffisamment stupide pour avoir décidé de ne pas longer les murs et de ne pas me cacher. Quand vous arrivez ici, c'est marqué en gros, mon nom il est même marqué, il y a même mon numéro de portable qui est inscrit sur la devanture, il y a des drapeaux au cas où on n'aurait pas vu, donc voilà, il faut assumer dans la vie. Hein. J'assume, voilà. Je payerai, j'ai déjà beaucoup payé. Qu'est-ce que vous redoutez? C'est quoi? C'est des amendes? J'en sais rien, je ne redoute pas une condamnation. Si on doit être condamné, c'est une décision de la justice, on n'a pas à la redouter. Et la justice, par essence, doit être juste. Et moi, je pense qu'elle l'est, et qu'elle le sera. Je sais que je serai sans doute condamné. Mais je vous rappelle qu'en 2014, quand tout ça a éclaté, on a vendu aux Français, on a vendu aux journalistes une histoire qui n'est pas celle qui va être jugée. Qui était de dire Jean-François Copé a détourné de l'argent, Jérôme Lavrin. C'est pas le type le plus drôle que j'ai rencontré dans ma vie, hein, objectivement. Il ne doit pas être sensible à mon humour, j'ai jamais vu sourire. D'ailleurs, il se dit que personne ne l'a jamais vu sourire. Mais il a rendu une ordonnance dans laquelle il tord le cou à tout ça. Il a réduit ça à ce que c'était. C'est-à-dire l'histoire d'une campagne qui dérape. Et puis à la fin, il y a des mecs... Enfin, c'est même pas des mecs, c'est des hommes et des femmes qui sont chargés d'essayer de régler le problème. Voilà. Pour plus haut. Ce que j'ai fait. Votre principal défaut dans ce milieu-là, c'est d'être loyal quand même. Ah, moi j'ai toujours eu tendance à considérer que c'était plutôt une qualité. Ouais. Voilà. Oui, mais aujourd'hui. Ouais. J'ai pas de problème. Moi, comment dire, j'ai fait si je suis poursuivi, et peut-être condamné, ce sera parce que j'aurais fait quelque chose qui n'était pas correct. Objectivement, j'ai déjà bien payé. Depuis 7 ans, mon enjeu, c'est pas de savoir à quoi je vais être condamné. Je pense que... Mais voilà, j'ai fait au moment où je l'ai fait, ce que j'ai fait, je pensais que je ne pouvais pas faire autrement. À un moment, moi, je n'ai pas estimé pouvoir faire autrement qu'enfreindre des règles. Voilà, je travaillais pour quelqu'un qui était à la fois candidat à la présidentielle et aussi président en exercice. Alors maintenant, tout le monde peut me dire, t'aurais dû, t'aurais pu, t'aurais pu. Oui, il y a tous les courageux d'après la guerre, ils sont tous là. Pas de souci avec eux. Mais sauf qu'ils n'y étaient pas. Voilà. Erreur de jugement, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais je persiste à penser que je n'avais pas les moyens ni la possibilité de faire autrement. Voilà. Mais dans notre pays, dans notre démocratie, il y a une règle, c'est que après, il faut assumer la conséquence de ses actes. Moi, vous savez, il y a 2 manières de faire, et on le verra pendant le procès et les audiences, parce qu'en fait, on sait exactement ce qui va s'y dire. Il y a l'ordonnance de renvoi qui fait 24 pages. Enfin, il y avait 2 possibilités. Soit passer son temps à raconter n'importe quoi en permanence et mentir, soit décider dès le départ de dire la vérité. Moi, j'ai choisi la 2e option. Depuis très tôt. Depuis très tôt. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que celui qui m'a conseillé de faire ça, c'était Brice Hortefeux, quand je suis arrivé au Parlement européen en juillet 2014, qui m'a dit il y a 2 manières de faire quand on est poursuivi dans une affaire, et c'est un expert. C'est soit vous mentez, mais il faut avoir une très bonne mémoire, soit vous dites la vérité, c'est plus simple.
Et je lui dis, vous feriez quoi? Il dit, j'en sais rien. Et je dis, moi je vais prendre la deuxième solution. Et je vous affirme, hein, c'est plus simple. Vous dormez mieux? Ouais. Là, à la veille de ce procès, quand même, on redoute certaines choses. C'est quoi cette pression, ces caméras Je vais vous dire, je suis habitué à vivre avec, sinon je vous aurais... C'est pas moi, vous pouvez dire aux téléspectateurs, c'est pas moi qui vous ai appelé pour dire faire un reportage. Je ne rencontrerai pas par une porte dérobée. Puis je ne suis pas accompagné par 12 gardes du corps. Donc voilà, je vais me faire déposer. Je vais prendre mon TGV pour aller d'Angoulême jusqu'à Montparnasse. Puis après, je prendrai un taxi et je me ferai déposer. Pour essayer de me trouver une chambre d'hôtel qui ne soit pas fermée à Paris. Et puis je mangerai mon sandwich et puis voilà. En gros, vous êtes pressé qu'il arrive plutôt que vous ne l'apprenez. Pour tourner la page, peut-être? Je ne suis pas pressé, je ne suis pas impatient. Je prends les choses comme elles doivent venir. Vous êtes un philosophe. Et tourner la page, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne pense pas qu'on puisse tourner la page de ça. Ce qui est fait est fait. Ce que j'ai pris dans la tronche, je l'ai pris dans la tronche. Vous ne me l'enlèverez pas. Mais je ne vais pas faire en plus le cadeau à d'autres de mal le vivre, quoi. On vous reverra en politique? Non, je crois pas. Non. Non. Faut toujours se méfier, hein. Ouais. Toujours qui dit je ne serai plus jamais candidat. J'avais deux passions dans la vie, la politique et l'hôtellerie. Je pensais faire la politique un petit peu plus longtemps. Si j'avais pu, j'aurais adoré continuer à bosser à Bruxelles. Si vous allez regarder, et vous le savez, j'étais classé parmi les députés européens qui travaillaient le plus. On dit toujours ils foutent rien. Mais non, j'ai été classé 2e sur 751 avec 99,73% de participation aux activités du Parlement. C'est pas démérité. J'aurais adoré continuer. J'ai fait des textes de loi, j'ai fait voter des dizaines d'amendements, j'ai réussi à modifier. On n'est pas sous l'ancien régime ici. On n'achète pas une charge qu'on va transmettre à ses enfants. Ça n'existe pas. Celui qui pense ça, il a tort. La politique, c'est pas ça, c'est un mandat de représentation. Après, j'étais collaborateur de cabinet. Voilà, c'est une vie. Maintenant, je ne vis pas ça comme une rétrogradation ou je ne sais pas quoi, parce qu'on me pose souvent la question, que moi, je vais prendre mes gants en caoutchouc, et puis je vais aller nettoyer les toilettes et les sanitaires. Je le fais moi-même. Et puis je vais faire les lits, puis je vais faire mes machines. Je suis un spécialiste du programme à 60 degrés qui est imposé depuis qu'il y a le Covid pour tuer les virus. C'est la vie. C'est ça la vie. Enfin, vous ne dormez pas avec une caméra chez vous dans votre lit. À un moment vous êtes journaliste, puis à un moment vous êtes un papa peut-être, un mari, un compagnon, et vous allez faire des courses. Mais moi j'ai toujours fait mes courses au supermarché. Oui, je n'ai pas découvert les supermarchés après l'affaire Big Magnon. Vous avez travaillé avec des gens qui n'ont pas tous cette habitude. Voilà. Oui, mais c'est leur vie, c'est leur problème. Vous, c'était pas une drogue, c'était juste une passion. Ah non, c'était juste une passion. C'était pas une drogue. C'est pas une drogue. Puis si ça avait été une drogue, je peux vous dire que j'ai eu une cure de sevrage qui était assez brutale. Hein. C'est où vous arrêtez tout, ou il faut s'en remettre. Hein. Voilà. Mais je ne vous dis pas que ça ne me manque pas. Hein. Ah voilà. Il y a plein de choses qui me manquent. Vous savez que quand je faisais ça, il y a un truc qui me manquait. C'est que j'avais plus d'amis. Je voyais personne. Moi, j'étais debout à 6h30 du matin en train de préparer la matinale qu'allait faire mon patron. Vous connaissez les matinales? Et puis je quittais les bancs de l'Assemblée nationale, enfin le bord de l'hémicycle de l'Assemblée nationale quand j'étais de permanence à 2h30 du matin. Et je rentrais chez moi le vendredi soir et le dimanche matin je reprenais ma voiture pour retourner à Paris. Je peux vous dire que vous n'êtes pas invité souvent chez des amis. Hein. Quand on voit le merci, surtout quand vous... Non mais ceux-là c'était pas des amis. Ouais. J'ai jamais pensé que Nicolas Sarkozy ou qui que ce soit d'autre était un ami. J'ai travaillé pour eux. Voilà. En tout cas, vous avez dit qu'il ne porte pas chance à ceux qui se dévouent pour lui. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il était radioactif. Il y a vos collègues de Mediapart qui ont sorti cette semaine la liste non exhaustive, disent-ils, de toutes les personnes qui ont travaillé pour lui et qui ont été ou mis en examen ou déjà condamnés. Je crois qu'on est à 38. Voilà, je fais partie de cette liste. Mais juste à ma petite place, hein, modestement. Ça me suffit.